petit port au casino, Radio Grand Lac. Bonsoir, nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, sur 88 FM ou sur radiograndlac.com. Bienvenue dans cette émission de Ça se passe ici, où nous recevons ce soir un pharmacien biologiste pour nous parler différemment d'un sujet d'actualité. Le Covid-19 un petit peu, les virus en général et les prises de sang surtout. Notre invité de ce soir est pharmacien biologiste, donc il est responsable d'un laboratoire d'analyse médicale sur Aix-les-Bains. Je vous rappelle que notre antenne est ouverte à tous si vous êtes porteur d'un projet ou que vous êtes responsable d'une association, que vous vous sentez d'aborder un sujet pendant 1 heure à la radio qui vous passionne et qui peut passionner nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook. Nous reprendrons contact avec vous. Je vous rappelle aussi à ce propos que vous pouvez toujours réagir à l'émission de ce soir sur notre page Facebook ou poser votre question à notre invité de ce soir. Notre invité, c'est Thomas Berensen. Thomas Berensen, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes médecin, comme je le disais, biologiste au laboratoire d'analyse médicale sur Aix-les-Bains. Vous êtes en ce moment, j'ai envie de dire, un acteur direct de l'actualité. En tout cas, vous allez apporter votre éclairage sur la situation. On va essayer ce soir d'aborder un petit peu le sujet différemment et ne pas parler que du coronavirus. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac. On va enchaîner tout de suite avec les premières questions avec notre invité de ce soir, donc Thomas Berensen. Donc, alors j'ai envie de dire, vous êtes donc pharmacien, donc on discutait un petit peu avant de se rencontrer. Donc, vous êtes pharmacien biologiste. Il y a des pharmaciens biologistes et des médecins biologistes. Et vous êtes pharmacien, expliquez-nous. C'est ça. Alors en fait, les biologistes médicaux sont ou des médecins ou des pharmaciens qui ont le même diplôme, oui, à savoir biologiste médical, oui, mais ils ont une formation de base qui est différente. D'accord. Moi, j'ai fait des études de pharmacie et après, je me suis spécialisé pour passer un DES de biologie médicale. Un diplôme d'études spécialisées. Spécialisé en biologie médicale. Tout à fait. Donc, Qui correspond à l'internat de biologie, en fait. Et c'est un internat qui est commun aux médecins et aux pharmaciens. D'accord. Donc, comme je le disais, vous êtes le médecin que l'on rencontre quand on fait une prise de sang dans les cabinets de ville, etc. Tout à fait. Voilà. Vous êtes le spécialiste du tube de sang, de la prise de sang. C'est à peu près ça. Voilà. Oui. C'est un raccourci, mais c'est pour bien comprendre un petit peu quel est le rôle d'un pharmacien biologiste. Donc, alors j'ai envie de dire, votre parcours, nous vous avez expliqué. Donc, c'est quoi? C'est l'amour de la biologie, c'est l'amour du sang. C'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier-là? Disons, faut savoir que c'est une discipline qui est à la fois technique et qui est à la fois médicale. C'est en ça qu'elle est vraiment très intéressante. Et elle concourt à 70% à peu près des diagnostics médicaux. Donc on se place vraiment en amont du diagnostic. D'accord. Et ce qui me plaît dans cette discipline, c'est c'est une discipline vraiment transversale. Ouais. On va voir des disciplines très variées comme l'hématologie, la biochimie, la microbiologie. Ouais. On va parler tout à l'heure avec le Covid-19. Donc le sang, ses composants, ce qui le rend malade, toutes ces choses-là, tout ça, c'est votre domaine de compétence alors. C'est ça, c'est vraiment à partir de cet échantillon que le biologiste médical oriente le médecin dans son diagnostic. D'accord. Alors donc vous avez d'abord un cursus de pharmacien et donc vous êtes orienté sur la biologie. Donc vraiment et pharmacie, c'est pas quelque chose qui vous aurait plu quand vous étiez étudiant, c'était vraiment la biologie. La biologie, c'est une composante finalement de la pharmacie. D'accord, donc c'est vraiment la passion. Donc on est aussi en contact avec nos collègues de pharmaciens d'officine, pharmaciens d'hôpitaux. D'accord. Voilà, dans une branche un petit peu différente. D'accord. Et est-ce que c'est un métier où il y a besoin de biologistes médicaux de plus en plus? Est-ce que par rapport est-ce que ça participe aux déserts médicaux? Est-ce que c'est un métier il y en a suffisamment en ce moment? Alors, il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, il y a eu une grande mutation et des grands changements du paysage de la biologie française, avec beaucoup de regroupements de laboratoires. Ouais. On est passé d'à peu près 4000 structures indépendantes il y a 15 ans à maintenant à peu près 10 fois moins de laboratoires, qui sont des gros groupements qui se sont formés à la place de petits labos indépendants.
ça a participé dans certaines zones à créer un peu des déserts de biologie médicale. Donc oui, il y a ce besoin, et sachant qu'au niveau de la population, il y a un besoin croissant également d'examens. D'accord. Alors donc, vous êtes donc sur un laboratoire. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire médical, d'analyse médicale en ville? Qu'est-ce que vous voyez comme pathologie, qu'est-ce que vous faites comme acte à peu près? Alors, on accueille le patient au laboratoire, qui va venir avec généralement avec une prescription de son médecin. Ça peut être, principalement, c'est pour des prises de sang. Prise de sang, donc, pour recherche, un bilan d'hématologie, ou ça peut être un dosage enzymatique, un dosage hormonal. D'accord. Un bilan de coagulation. Donc tout ce qu'on entend dans les séries médicales, NFSTP, TCA, Dr Carter, créatinine, tout ça, ce sont des choses qui vous parlent. C'est ça. Voilà. Des patientes qui viennent pour leur suivi de grossesse. Ça peut être un bilan préopératoire. Alors pourquoi quelqu'un en bonne santé qui doit se faire opérer, je sais pas moi, d'un poil incarné, doit-il forcément se faire bilanter, avoir un bilan sanguin avant de se faire opérer? Quel est l'intérêt est-ce que c'est l'amour de faire mal à son patient pour le médecin Alors pour avant chaque opération, l'anesthésiste va demander un bilan qui va comporter notamment une carte de groupe sanguin. Alors pour un poil incarné, le risque hémorragique il est assez faible. Mais voilà, ce bilan doit comporter une carte de groupe sanguin, une recherche d'anticorps anti-groupe sanguin et un bilan de coagulation. D'accord. Donc ça, c'est valable pour tous ceux qui vont se faire opérer. Voilà, principalement. Après, c'est en fonction de la gravité et de l'importance de l'opération et également du contexte, de la personne, de son état clinique, de ses antécédents. L'anesthésiste va juger quels sont les éléments qui sont à rechercher et à investiguer sur le bilan. D'accord, très bien. Donc ça, effectivement, ce sont pour les bilans un peu standards que l'on rencontre beaucoup dans l'analyse médicale, dans les laboratoires. C'est vrai qu'en ce moment, on est surtout sur les sujets d'actualité, ce sont plutôt les agents pathogènes. Vous envoyez des agents pathogènes dans votre laboratoire, vous croisez certains virus, vous les reconnaissez, vous envoyez souvent? On a des demandes tous les jours, oui, pour les recherches virales. Alors, ça peut être très varié, des virus. On en connaît tous plein. Il y a le virus d'Epstein-Barr, qui est responsable de la mononucléose. Alors c'est quoi la mononucléose? Je suis sûr que je crois qu'on connaît un autre nom de la mononucléose. La mononucléose, c'est une infection virale. Et en fait, qui va se manifester. Alors généralement, on l'attrape pendant l'enfance ou l'adolescence, ou alors ça peut être chez le jeune adulte. Dans 80% des cas, on va l'attraper et puis on s'en rend même pas compte. L'organisme fait ses anticorps et on se rend même pas compte qu'on a attrapé un virus. Et cette mononucléose, c'est pas ce qu'on appelle la maladie du baiser, c'est ça? Tout à fait. Chez les adolescents. C'est exactement ça. Alors du coup, c'est un virus. Il s'appelle Epstein-Barr, donc allez-y, je vous laisse l'épeler. Voilà. Donc Epstein-Barr, et c'est le découvreur, c'est ça souvent les virus. Celui-là, il porte le nom de son découvreur peut-être. Alors il me semble que c'est le découvreur. Ah oui. Ça reste à confier. Je vous confirme ça tout à l'heure, mais oui, je crois que c'est le nom du découvreur. Et donc celui-là, on le trouve dans le sang, on le trouve. Voilà, on va rechercher dans le sang en fait, on va rechercher les anticorps. D'accord. Qui montre en fait une exposition et un contact de l'organisme avec le virus. D'accord. Donc comme quoi le sujet a été en contact visiblement avec ce virus-là. Comme je vous disais, dans 80% des cas, on se rend pas compte qu'on l'a eu, on a fait nos anticorps, et dans 20% des cas, l'organisme va réagir et ça va se manifester sous la forme de fatigue, de fièvre. Ça peut durer quelques jours, ça peut même durer des fois quelques semaines. D'accord. C'est ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Pas trop de formes graves. Non, généralement, c'est vraiment pas des formes graves. Par contre, c'est des formes qui sont assez fatigantes. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est prendre des antipyrétiques pour la fièvre et du repos. D'accord. Un autre virus, par exemple, qu'on connaît bien, qu'on entend souvent, l'herpès, par exemple. C'est un virus, c'est celui qui déclenche l'herpès. C'est suite à consécutif à un virus, c'est ça? Tout à fait. Alors, le virus de l'herpès. Alors, il est à peu près de la même famille que le virus d'Epstein-Barr. C'est un herpès viridé également.
mais celui qu'on appelle virus de l'herpès, on a 2 types, type 1 et type 2, qui se manifestent en fait sous la forme de petites vésicules au niveau des muqueuses. Ça peut être au niveau buccal ou au niveau génital. Et donc, c'est ces éruptions cutanées qui sont responsables de la poussée herpétique. Et qui sont contagieuses, qui sont très contagieuses. À partir du moment où il y a des vésicules, c'est très contagieux. Quel est le virus, vu qu'on est en ce moment dans les concours de contagion, on nous dit que la grippe contamine une personne et puis que le corona en contamine 1,5. La rougeole, on parle de 20 fois plus, par exemple, qui serait très contagieuse. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qu'on connaît ou qu'on connaît moins, qui sont particulièrement contagieuses, qui se discernent particulièrement par leur contagiosité? Après, la plupart des virus respiratoires, type grippe, virus, les virus qui est responsable du rhume également, tous les virus saisonniers. Ils n'ont pas forcément besoin d'être graves. Un rhume, c'est tout simplement très contagieux. C'est ça. C'est pas grave, mais c'est très contagieux. Voilà, ça fait partie des virus respiratoires. Ouais. Ces virus respiratoires se transmettent par les gouttelettes, par la toux, les poustillons. Donc à partir à 1 mètre de distance, vous pouvez être contaminé par une personne qui est atteinte. D'accord. Donc c'est vrai que le virus du moment en ce moment, le Covid-19 comme on l'appelle d'ailleurs, est un virus aussi respiratoire, donc qui a cette faculté d'être contagieux. On dit aérosol, c'est ça? C'est ça. Après, les virus de la gastro-entérite, qui sont également des virus assez saisonniers. Comment il s'appelle celui-ci, le virus de la gastro-entérite? Il a un petit nom, en fait, c'est plusieurs virus qui font partie de la famille notamment des rotavirus. Rotavirus, norovirus. Ces virus-là, en fait, vont être transmissibles également par le portage manuel. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur les recommandations en termes d'hygiène et de lavage des mains. Parce qu'il suffit qu'une personne contaminée y déposer, y serrer la main à une personne saine, ou alors à y poser des mains contaminées sur un objet, le virus peut persister plusieurs minutes et on peut se contaminer très facilement. D'accord. Donc c'est vrai que là en ce moment on est en plein de l'actualité et on fera une petite pause musicale juste après, mais c'est vrai que les mesures barrières ne sont pas valables évidemment que pour le Covid-19, mais tout simplement pour des maladies comme la gastro-entérite. Et le lavage de mains, de toute façon, est un élément essentiel de la prévention de la maladie. On sait aussi on se touche le visage. J'ai vu 60 fois par heure, donc 1 fois par minute, on se touche le visage. Regardez-vous un petit peu, faites attention autour de vous. C'est vrai, imaginez-vous que vous avez serré la main à quelqu'un qui a une gastro et le coronavirus et que vous vous retirez un poil entre les dents. Voilà, donc bien. Écoutez, on fait une petite pause musicale tout de suite. On écoute Indochine. Et on revient juste après avec notre invité, donc Thomas Berensen, pharmacien biologiste sur Aix-les-Bains. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Alors nous sommes toujours avec notre invité. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur radiograndlac.com. Nous sommes toujours avec notre invité Thomas Berensen, qui est pharmacien biologiste à Aix-les-Bains. Donc pour ceux qui reprennent un peu l'émission en cours de route, c'est tout simplement le spécialiste de la prise de sang, des divers examens médicaux que vous pouvez apporter au laboratoire. Donc voilà, pour vous donner une image un petit peu de ce que c'est exactement un pharmacien biologiste, c'est celui que vous rencontrez dans les laboratoires d'analyse médicale. Je reprends un petit message de notre animateur Yannick qui nous dit, tiens, je le lis devant vous, de penser à parler de notre chaîne YouTube. Et oui, c'est vrai, parce que nos émissions, elles sont diffusées en podcast en général 2 semaines après la diffusion. Donc si vous voulez réécouter une de nos émissions, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube, de Radio Grand Lac. À peu près l'ensemble des émissions sont retransmises. Je regarde s'il y a l'émission d'accordéon. Je ne la vois pas. Non, je ne la vois pas. Moi, j'ai pas les yeux en face des trous. Mais en tout cas, voilà, plein d'émissions sont rediffusées en podcast. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Donc juste avant la pause musicale, juste avant Indochine, qu'on a écouté, on faisait une espèce de petit inventaire à la Prévert avec notre invité Thomas Berensen. On parlait des différents virus qu'on rencontrait. Donc on a parlé de la grippe. Non, on n'a pas encore parlé de la grippe, on a parlé des herpès. Mais par exemple, voilà, justement, parlant de la grippe on la connaît, elle vient nous voir tous les ans. Pourtant on se fait à chaque fois avoir. Pourtant il y a des vaccins qui existent. Et alors la grippe, c'est quoi? C'est quel virus déjà? Il a un petit nom particulier, il a le nom de son découvreur.
Non. Alors c'est le virus l'influenza. Ah oui. Et c'est un virus en fait saisonnier qui revient tous les hivers. Ouais. Mais d'une année sur l'autre, il mute. Donc ce qui explique que on fait le vaccin en fonction du virus de l'année précédente. Ouais. Mais il y a des années où le vaccin, suivant la mutation, est plus ou moins efficace. D'accord, oui. Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'on peut... C'est pour ça qu'on peut se faire avoir, on peut attraper la grippe même si on a été vacciné. On a moins de chance. Et souvent, c'est une grippe qui est moins virulente. Ouais. Puis on aura peut-être plus de chances de protéger son entourage. Tout à fait. Donc là, on parle pas mal de maladies, de virus, on a parlé de grippe. On a utilisé le mot vaccin, donc dans les mesures où c'est vrai que les maladies, des vaccins qui existent, on rappelle que le vaccin, là je pense aussi à la rougeole, est l'arme absolue aussi contre ces maladies-là. Hein. Tout à fait. Penser à vacciner ses enfants contre les vaccins, pour les vaccins qui sont obligatoires en tout cas. Mais c'est vrai que les vaccins, en tout cas, c'est bien un médicament qui a fait ses preuves, c'est le vaccin. Hein. C'est essentiel pour vous protéger vous et puis protéger votre entourage. C'est pour ça que le personnel de santé, ceux qui sont en contact avec les patients, ou des personnes fragiles, voilà, personnes fragiles, patients immunodéprimés, doivent être vaccinés. Ouais, ça c'est quand même important à rappeler. Donc on a parlé de l'herpès, on a parlé de la gastro, on a parlé de la grippe, un autre virus qui vient un peu en tête, le HIV, le sida. Dans les années 80 et 90, c'était le sujet de cette décennie-là. On en parle moins maintenant. Pourquoi il n'est plus à la mode? C'est terrible ce que je dis, mais alors, on en parle moins grâce au traitement, grâce aux thérapies qui ont émergé dans les années 90. Ouais. Justement, les gens qui ont contracté le HIV, donc le virus, maintenant sont suivis, sont traités, et si le traitement est bien pris, ces gens-là ne développent pas la maladie, c'est-à-dire ne développent pas le stade SIDA, c'est-à-dire un stade d'immunodépression très importante, qui fait que le patient, le malade, n'a plus du tout de défense immunitaire, et risque de mourir avec une infection totalement bénigne pour n'importe qui d'autre. Ouais. Donc le SIDA, c'est un acronyme, c'est ça? Ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquis. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est déjà le SIDA, c'est quand on n'a plus de défense, et c'est caractérisé par le fait de ne plus avoir de défense immunitaire, donc on attrape le premier. Voilà, ce qu'on appelle une maladie opportuniste. Voilà. Qui a enlevé d'ailleurs pas mal de nos grands artistes. On pense aussi à Freddie Mercury. Voilà, mais c'est vrai que le sida dans les années 80-90, c'était quand même un sacré sujet d'actualité. En tout cas, il n'y avait pas de BFM TV à l'époque, mais c'est quand même un sacré sujet d'actualité. Et maintenant, 20-30 ans après, on voit un peu le bout du tunnel grâce à la recherche et tout ça. Peut-être pas. Est-ce que ça pourrait être pareil pour le coronavirus? La recherche avance, les meilleurs chercheurs sont dessus. Oui, ben là, la recherche est dessus, mais bon, ce virus, on le connaît depuis quelques semaines. Ouais. Donc, il faut laisser le temps aux chercheurs de développer des traitements, développer des vaccins. Là, les plus grands labos sont dessus, de toute façon. Là, donc, oui, c'est en cours de développement, tout à fait. Ouais. Et le coronavirus, est-ce que c'est un virus? Apparemment, on le connaît parce qu'il a une autre forme, mais il était déjà connu chez l'homme, le coronavirus. Oui, alors le coronavirus, c'est une grande famille de virus respiratoires. Ah oui. Alors, un type de coronavirus est responsable notamment du petit rhume saisonnier. Ah oui. Donc le coronavirus, que mine de rien, la moitié de la population l'attrape sans s'en rendre compte. Vous attrapez un coronavirus. Un coronavirus, pas le Covid-19, voilà. pour être précis. C'est pour ça qu'on a inventé le terme Covid-19 pour vraiment nommer ce coronavirus qui nous vient de Chine et qui est responsable de ces infections graves. D'accord. Donc là, les virus, effectivement, ça, on fera confiance aussi aux médias pour en parler beaucoup mieux que moi, en tout cas, et que nous sur les médias actuellement. Ça, vous avez beaucoup d'informations. Mais dans la vie, il n'y a pas que les virus, il y a aussi des fois les bactéries. Donc ça, vous les analysez aussi. C'est autre chose les bactéries que les virus. C'est deux choses différentes.
Alors c'est un autre micro-organisme. Les bactéries, c'est des micro-organismes qui sont plus développés que les virus. Le virus a besoin d'une cellule, d'un autre, alors, cellule humaine ou animale pour se développer. Une bactérie, c'est un organisme qui est unicellulaire, mais qui est autonome. Et qui peut éventuellement donner des infections chez l'homme ou chez l'animal. D'accord. Et ce sont des infections qu'on traite justement avec des antibiotiques, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est la grande différence entre les infections virales et les infections bactériennes. Ouais. Les infections bactériennes, elles se traitent par antibiothérapie. Les infections virales n'ont besoin que d'un traitement symptomatique. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un traitement symptomatique alors c'est quoi donc Par exemple, on va traiter un patient qui va avoir, si on reprend l'exemple de la mononucléose qu'on a évoqué tout à l'heure, un patient qui va développer une mononucléose infectieuse va ressentir des courbatures, de la fatigue, va être peut-être fébrile. Dans ces cas-là, on va pas traiter le virus directement, on va traiter les symptômes, c'est-à-dire donner éventuellement du paracétamol pour la fièvre, donner des antalgiques pour la douleur, du repos pour la fatigue. D'accord. C'est à peu près tout. Donc le paracétamol, on entend souvent parler. Donc le paracétamol, c'est un médicament qu'on dit symptomatique. Donc il va traiter à la fois la fièvre et aussi la douleur. Donc c'est des médicaments que beaucoup de gens ont chez eux, qui est pas forcément non plus anodin, le paracétamol. Absolument. Oui, c'est ça. Il faut quand même l'utiliser avec. C'est une des premières causes de mortalité médicamenteuse, notamment aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Donc le paracétamol, oui. Il faut faire vraiment attention au surdosage. Voilà, par la mauvaise utilisation. Voilà. Le paracétamol, c'est un très bon médicament. Par contre, qui n'a pas ou quasiment aucun effet secondaire lorsqu'il est bien utilisé. D'accord. Bien utilisé, c'est-à-dire pour l'adulte, pas plus de 4 grammes par jour. D'accord, ouais. 4 grammes, c'est vraiment un maximum. Et il faut surtout faire attention à toutes les spécialités qui contiennent du paracétamol, ne pas les mélanger. Par exemple, n'allez pas prendre du dafalgan-codéiné plus du Doliprane. Ah oui, on a déjà Vous avez du paracétamol dans les deux spécialités. Et on se retrouve du coup en surdosage. C'est un risque. Et qui n'est pas, donc le surdosage n'est pas anodin, hein, ça attaque certaines. Au-delà de la dose toxique, on a un risque d'hépatite médicamenteuse fulgurante. Voilà. Donc bien demander conseil à votre pharmacien quand vous utilisez du paracétamol. En tout cas, on rappelle souvent, pour donner une indication, on parle en général de 4 grammes par jour par adulte. Hein, c'est une indication, évidemment, messieurs dames, ça dépendra de votre poids, etc. Donc, si vous avez le moindre doute, mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, dans les médias, on nous parle beaucoup de traitement symptomatique, de prendre du paracétamol en cas de fièvre. Donc, toujours à bien utiliser ces médicaments qu'on peut avoir dans sa pharmacie. On fera une petite pause musicale juste après, mais j'ai une petite question qui me taraude, Dr Berensen. Est-ce que vous rencontrez des maladies exotiques sur Aix-les-Bains? Allez, faites-nous rêver, faites-nous voyager. Alors, des maladies exotiques à Aix-les-Bains, il n'y en a pas énormément. Par contre, il y a des maladies qui vont être importées. Ouais. Des patients qui reviennent, par exemple, de voyage en zone tropicale, peuvent développer des infections dues, par exemple, au paludisme. D'accord. Un touriste lambda, il prend son petit billet d'avion, il prend son petit forfait, et il peut revenir avec, la fois t'as pas de bol, un paludisme et revenir sur Aix-les-Bains. C'est possible. Arrive. C'est pour ça que faut faire attention dès que vous voyagez dans les zones tropicales, dans les zones à risque de palud. Déjà avant de partir, toujours se renseigner, est-ce que je pars dans une zone où il y a un risque de paludisme? Si c'est le cas, vous en parlez à votre médecin avant et il faudra prévoir une prophylaxie, c'est-à-dire un traitement préventif à commencer avant le départ, à continuer pendant toute la durée du voyage. Un petit détail, racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le paludisme? Alors le paludisme, c'est un parasite. C'est un parasite microscopique. On n'est pas sur un virus, pas sur une bactérie. On est sur un stade un peu plus évolué. Mais ça reste microscopique. C'est beaucoup plus petit qu'un globule rouge. Vous les voyez, vous, au microscope? On les voit au microscope.
un des outils diagnostiques pour le paludisme, c'est la recherche au microscope. D'accord. Sur une lame de sang, on regarde le microscope. Ah oui. Et ça peut être responsable, par contre, de formes très graves. D'accord. La recherche de paludisme, c'est une urgence. Ah oui. Parce qu'on peut décéder en quelques heures d'un accès palustre. Même sur Aix-les-Bains, alors. Même sur Aix-les-Bains. Pourquoi pas. Si vous revenez d'une zone, si vous venez d'un voyage en zone tropicale, que vous n'avez pas pris de prophylaxie anti-palu pendant votre voyage, et que vous avez de la fièvre à votre retour, il faut en parler à votre médecin. D'accord. Et la recherche de palu est obligatoire. D'accord. Bon, ben écoutez, chers auditeurs, vous voyez, nous vivons dans un monde dangereux, hein, donc donc voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a pas que le coronavirus dans la vie pour être inquiet. Allez, je vous mets un petit peu de musique, on va écouter un petit Céline Dion et on revient après, on parlera un petit peu de tout le reste, un petit peu. On parlera un petit peu quand même du Covid-19, comment rappeler un petit peu les mesures barrières, comme c'est important de le signaler. Allez, je vous reprends tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grand Lac. Et on est toujours sur Radio Grand Lac, on est toujours dans l'émission Ça se passe ici avec Thomas Berensen, donc qui est notre pharmacien biologiste qui est invité ce soir, donc qui est pharmacien dans un laboratoire médical sur Aix-les-Bains. On a parlé de des différents virus, les façons des fois de les diagnostiquer, etc. Et maintenant, c'est vrai que j'aimerais parler aussi comment s'appelle, ce qu'on appelle des mesures barrières, c'est ça, pour protéger la contamination. On parle du lavage de mains, le lavage des mains avec des solutions de gel hydroalcoolique. Alors, bon, on a tous testé ces solutions-là, mais comment ça marche le gel hydroalcoolique en fait, techniquement, c'est quoi? Qu'est-ce qui tue le microbe? Alors, c'est l'alcool qui est contenu en fait dans ce gel, qui va pénétrer la membrane de la bactérie, et ça va avoir la membrane du virus et les bactéries, et ça va avoir un effet en fait virucide ou bactéricide. D'accord. Et ça tue tout? Ça tue tous les microbes ou on a quand même les mains encore un peu? Non, généralement ça a un effet avec une bonne friction et un bon nettoyage permet d'éliminer la totalité des micro-organismes. D'accord, quand même, oui. Non, mais il faut bien frictionner, voilà. C'est surtout bien frictionner. L'intérêt du gel, c'est qu'on n'a pas besoin de se rincer les mains à l'eau derrière, ça s'évapore. Ah oui, oui. Voilà. Par contre, il faut pas oublier que le lavage des mains à l'eau et au savon, c'est aussi efficace. Le savon de Marseille tue le Covid-19. En fait, c'est surtout l'émulsion qui va être créée par le savon, et le rinçage à l'eau qui va permettre d'éliminer tout ça. Ouais. Donc si vous êtes en rupture de gel hydroalcoolique, pas de panique, vous avez de l'eau à proximité, du savon, vous lavez bien les mains. D'accord. Donc c'est efficace. Le savon de nos ancêtres, ils avaient déjà quasiment tout inventé. Ouais. On peut dire ça. Oui. Mais je crois d'ailleurs, d'ailleurs à ce propos, c'est que l'accouchement des femmes, il y a un grand progrès qui a été fait sur la mortalité des enfants à partir du moment que les médecins se sont lavés les mains. Tout à fait. Donc c'est quand même un bon indicateur de l'efficacité du lavage de mains. Et il faut se rappeler aussi, et ça c'est une information que j'ai lue hier, moi ça m'a fait dresser les poils sur la tête, c'est qu'on se touche le visage 60 fois par heure. Donc on comprend l'importance du lavage de mains. Même c'est pas la peine d'être très inquiet d'être à côté de quelqu'un qui est grippé, on va pas s'attirer le mauvais œil, mais qui a pas forcément le coronavirus, mais qui est grippé. La mesure la plus utile, ça reste quand même le lavage de mains, mais les crachats, les poustillons. En fait, c'est un virus. Si je prends l'exemple de la grippe ou du coronavirus, c'est des virus qui vont être transmises par les gouttelettes. Ouais. Donc si vous toussez dessus, si vous avez une suspicion de coronavirus, si vous pensez être porteur, même ça marche aussi pour la grippe, il faut porter un masque. Ouais. C'est important pour... Même si on ne tousse pas, le fait de parler, ça va générer des poussillons. Là, par exemple, mon micro, vous me dites qu'il est plein de virus. Voilà. Ça y est, pourtant, j'ai pas trop postillonné. Enfin, je ne pense pas. On recrache plein de micro-gouttelettes qui ne se voient pas forcément. D'accord, donc c'est pas le gros postillon forcément. Qui vont se déposer sur les objets, sur les interlocuteurs en face. D'accord. Donc c'est important en cas de suspicion de porter un masque. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça que c'était important. Donc on a parlé du lavage de mains au gel hydroalcoolique. Donc ça c'est surtout aussi quand on ne peut pas trop faire autrement. Effectivement, si on n'a pas de source d'eau, le savon est quand même assez très efficace aussi.
On parle du Covid-19. Alors oui, tiens, pourquoi le Covid-19? Pourquoi ils l'ont pas appelé super coronavirus ou autre chose? Alors, Covid, c'est l'anagramme anglais de Coronavirus Disease 2019. Ah. C'est-à-dire pour bien identifier le coronavirus identifié fin 2019 et pas un autre coronavirus, un autre virus respiratoire. D'accord. Donc, et alors, du coup, puisqu'on parle de le Covid-19, donc aux dernières infos, ça viendrait toujours du pangolin. Ils ne sont plus si sûrs, apparemment. C'est une suspicion. Ouais. Apparemment, ce qui serait supposé, c'est que l'hôte initial, ça serait peut-être la chauve-souris et qui aurait contaminé les hommes par l'intermédiaire d'un autre mammifère, peut-être le pangolin. D'accord. Mais ça reste pour le moment à confirmer. D'accord. Alors, on nous parle beaucoup de gens qui se font tester par le le Covid-19. Comment techniquement ça se passe un test de Covid-19? Alors, on sort les veines, on prend un garrot. Alors non, c'est un test en fait, c'est juste un prélèvement, un écouvillon, un d'accord. coton-tige au niveau du nez. Oui, c'est tout. Simplement. Voilà. Et On gratte c'est le bout du nez, on gratte un écouvillon dans le nez, tout simplement. D'accord, donc. On frotte un petit peu sur les parois du nez pour récupérer les sécrétions. Et c'est analysé où? Alors, du coup, j'imagine pas forcément dans les laboratoires de ville. Ce n'est pas fait en ville, non. Ouais. S'il y a une suspicion de coronavirus, il faut pas se présenter aux urgences. Il faut appeler le 15. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est le médecin qui va juger si la suspicion est avérée ou pas. Ouais. Et dans ces cas-là, le patient va être adressé dans un des centres de référence. Il y en a un par département. En Savoie, c'est le centre hospitalier de Chambéry. Et c'est là-bas que sera réalisé et analysé le prélèvement. D'accord. Donc, vous, au mieux, vous pouvez diagnostiquer une grippe, c'est ça? Alors, nous, par contre, on a des patients qui viennent pour des syndromes respiratoires. Oui. Alors, sachant qu'en ce moment, il y a la grippe, il y a les rhinites, tous les virus de saison. Oui. Donc, le médecin, s'il suspecte une grippe, il va nous l'envoyer au laboratoire. Oui. Dans ces cas-là, on fait pareil, même type de prélèvement au niveau du nez. Ouais. Là, et pour une fois, un patient est rassuré d'avoir la grippe, c'est ça? On peut dire ça. Ouais, c'est un petit peu. Et les gens que vous voyez actuellement, vous voyez beaucoup de patients dans votre laboratoire. Est-ce qu'ils sont inquiets? C'est la première chose qu'ils vous disent. Ils vous disent bonjour avant de vous parler du coronavirus? Non, il n'y a pas tellement d'inquiétude pour le moment là. Sur les patients que je vois avec les bains. Vous occupez pas de patients habillés en cosmonaute ni non, certains patients portent des masques. Ouais. Parce que c'est une très bonne chose s'ils toussent. Oui. Ils ont raison. Oui. Mais non, il n'y a pas de psychose particulière. D'accord, parce que c'est vrai que nous en France on n'a pas trop la culture du masque. On voit des gens dans la rue avec un masque, on se pose la question, mais alors que dans d'autres pays comme au Japon. Au Japon, ils l'ont beaucoup plus. C'est une source plutôt de politesse, de respect envers autrui, de prendre des masques. Donc peut-être qu'on y viendra aussi un jour. Maintenant, on se serre plus la main, on se fait plus la bise. Peut-être qu'on mettra des masques. Écoutez, je sais pas si c'est un bien, mais en tout cas, au moins, c'est pas plus mal de venir avec ça. Culturellement, on n'a pas encore, on n'a pas ce réflexe-là. Ouais. Mais les masques, tiens, parlons un petit peu des masques. On a deux types de masques différents. On a le masque, on entend beaucoup parler du FFP2, c'est ça? C'est des masques qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces masques-là, par rapport aux masques du chirurgien standard? Alors c'est en fait dans ces masques tout dépend en fait de la taille du filtre. D'accord. Et c'est le diamètre du filtre en fait qui permet et la porosité du masque qui va permettre ou non le passage des micro-organismes. Donc le masque est suffisamment fin, enfin le filtre est suffisamment pour arrêter les virus. Alors c'est gros un virus? C'est minuscule. Ouais. Non, et ça passe pas les barrières du coup, ça passe pas les barrières de ces masques-là du coup. Voilà, c'est tout l'intérêt. Les gouttelettes aussi qui contiennent les virus vont être retenues par le filtre. D'accord. Donc écoutez, on a quand même abordé pas mal de sujets avec vous. On a évité de parler quand même trop du Covid-19 parce qu'effectivement tout le monde on entend beaucoup parler en ce moment. Tout le monde a en tête évidemment les consignes, les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, actuelles en fonction de l'épidémie. Cette discussion avec un pharmacien biologiste d'Aix-les-Bains a été très intéressante. On a pu parler effectivement de d'autres
d'autres maladies qui restaient en ligne. Quand on a encore notre sujet abordé, je pense, oui. Oui, enfin, si je peux, faut aussi rappeler que faut avoir en tête que le coronavirus va surtout être dangereux pour les patients fragiles. Patients adultes en bonne santé qui n'a pas d'antécédents respiratoires, pas de problème cardiaque, a très peu de chances de développer des complications graves. D'accord, c'est tout simplement si on rentre en contact, si on pense éventuellement avoir été en vacances ces derniers temps à la Balme de Sillingy, on évite d'aller dire bonsoir à la grand-mère en EHPAD. On évite d'aller dans les EHPAD, c'est des mesures de bon sens. Ouais. Mais voilà, il faut avoir en tête... D'aller voir une personne qui soit déjà très malade. Il faut avoir en tête que c'est vraiment les patients qui ont ce qu'on appelle ce facteur de comorbidité, un âge avancé, des pathologies pulmonaires. C'est ce qu'on voit beaucoup, les personnes qui sont hélas décédées avaient un âge avancé et des maladies cardiovasculaires déjà souvent avancées aussi. Tout avait plus de 60 ans et pour la plupart plus de 80 ans. Voilà, donc ça c'est quand même assez rassurant pour l'ensemble de la population française. À partir du moment qu'on peut éviter de contaminer, de le savoir, de se dire bon, je reviens d'une région éventuellement à risque, ne pas aller voir sa grand-mère en EHPAD, évidemment, c'est pas, mais en tout cas d'y aller protéger, de bien se laver les mains, de prendre le masque adéquat en fonction des recommandations aussi. On parle de maison de retraite, mais en tout cas des recommandations de la maison de retraite. Voilà, mais sinon il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure du coronavirus à l'heure actuelle des connaissances, quoi, c'est ça. Non, il ne faut pas se faire de la psychose non plus. Puis de toute façon, on rappelle aussi que les plus grands scientifiques aussi sont sur le coup, donc des moyens énormes aussi sont déployés, donc je pense que voilà. Est-ce vous pensez qu'on sera amené à vivre avec, ou l'année prochaine on n'en parlera plus? Pour finir l'émission, un dernier petit mot. On ne sait pas, peut-être, je peux pas me prononcer, parce que c'est un virus que c'est le souffle-là, on la découvre. D'accord. Donc, est-ce que ça va devenir un virus saisonnier? On ne sait pas. Est-ce qu'on va réussir à mettre au point un vaccin dans les prochaines semaines, les prochains mois? D'accord. C'est possible. Bon, écoutez, je pense que là, les médecins, les pharmaciens biologistes en ce moment sont vraiment sur le pont. Je pense que vous êtes noyés sous les procédures et sous les mails d'information, donc là, vous êtes en plein dedans. Bon, écoutez... on vous remercie beaucoup, monsieur Thomas Berensen, docteur Thomas Berensen, pharmacien biologiste à Aix-les-Bains, d'être venu à cette émission ce soir, nous parler un petit peu de tous ces virus qui nous entourent. Thomas Berensen, bonne soirée, merci beaucoup d'être venu avec nous. Avec plaisir, un grand merci pour votre invitation. Je vous remercie, et puis je relaisse l'antenne, on réécoute un peu de la musique, et à bientôt sur Radio Grand Lac.